Chaïem arrive dans Profilage le 12 mars sur TF1. La chanteuse succède à Juliette Roudet et fait ici ses premiers pas de comédienne. Une saison 10 placée sous le signe du renouveau. TF1 diffusera la nouvelle saison de Profilage, créée par Fanny Robert et Sophie Lebarbier, dès le jeudi 12 mars à 21h05. Ces 8 nouveaux épisodes sont marqués par l'arrivée de Tamara Marthe, chanteuse plus connue sous le pseudonyme de Chaïem, qui succède à Juliette Roudet dans le rôle féminin principal. Le commandant Rocher, toujours incarné par Philippe Bas, va faire la connaissance de sa nouvelle partenaire, Élise Bergman, au cours d'une enquête. Un nouveau personnage au passé trouble. Dans son passé, Elisa a été mêlée à des histoires louches. Aujourd'hui, elle travaille pour son oncle, le commissaire Lamarque, pour effacer ses erreurs, décrit Chaïem auprès du site de TF1 à propos de son rôle au sein de la direction de la police judiciaire. La jeune femme va faire preuve de brillante déduction psychologique, même si elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas psychologue, contrairement à ce qu'elle va laisser croire de prime abord à Rocher. Pour Thomas Rocher, cette 10e saison va être celle de la remise en question tant au niveau personnel, son fils est désormais grand, que professionnel, après sa mise à pied. Rocher va traverser plusieurs épreuves et avoir une aventure amoureuse qu'il n'aurait pas soupçonnée. Et, de cette aventure, va rejaillir une enquête, promet Philippe Bas. Les téléspectateurs retrouveront également le regretté Jean-Michel Martial, alias le commissaire Lamarque, dans l'un de ses derniers rôles avant sa disparition en octobre dernier à l'âge de 67 ans. Cette saison de Profilage lui est d'ailleurs dédiée. C'est avec lui et Philippe Bas que j'ai tourné ma première séquence. Il m'a tout de suite mise à l'aise. Sa voix basse et sa douceur m'ont rappelé mon papa, témoigne Chaïem auprès de TF1. Municipal, pour Agnès Buzyn, Paris est une ville anxiogène qui stresse les gens. L'ancienne ministre de la Santé a confirmé ce mercredi sur BFM TV qu'elle serait tête de liste pour l'AREM dans le 17e arrondissement de Paris. Face à Ruth Elkruijf, la candidate a dévoilé plus en détail les grandes lignes de son programme pour la capitale. 3 jours après avoir fait savoir qu'elle remplacerait Benjamin Griveaux comme candidate LaREM au municipal à Paris, Agnès Buzyn a confirmé à BFM TV qu'elle serait tête de liste dans le 17e arrondissement de la capitale, comme elle l'avait indiqué la veille à BFM Paris. Lors d'un entretien accordé à Ruth Elkruijf ce mercredi, Agnès Buzyn a défendu un projet d'apaisement et de sérieux pour la capitale, considérant que Paris était une ville anxiogène qui stresse les gens, où il ne fait plus bon vivre. L'ex-ministre décrit le 17e arrondissement comme un arrondissement riche, fait de diversité, qui va des quartiers les plus bourgeois jusqu'aux quartiers plus populaires. En somme, un quartier des plus représentatifs de ce qu'est Paris. Elle dit ainsi vouloir suivre la ligne sécuritaire de Benjamin Griveaux afin de rassurer les parents, les personnes âgées. Sur la question de la transition écologique, elle estime que celle-ci est une évidence mais elle souhaite améliorer la méthode. Je veux permettre à chacun de trouver sa place dans cette ville, a encore plaidé l'ancienne ministre sur notre antenne. Les politiques qui ont été menées ont favorisé des personnes aux dépens des autres. Paris est une ville lumière, elle doit avoir un projet scientifique, de progrès. Ce n'est pas une course d'ancienneté. Pour elle, son entrée en campagne tardive n'est aucunement un handicap. C'est un défi mais la course à la mairie de Paris n'est pas une course d'ancienneté, a-t-elle estimé. J'ai largement le temps de faire campagne, je suis concentré mais pas stressé, je sais gérer, la complexité des dossiers ne me fait pas peur. L'ex-ministre de la Santé, qui a choisi de quitter son poste dimanche dernier, explique avoir toujours eu en tête une éventuelle candidature à la mairie de Paris. Sur BFM TV, Agnès Buzyn est revenue sur ses larmes lundi dernier, le jour de la passation de pouvoir. Ce sont des larmes d'émotion et de reconnaissance, confie-t-elle, après 3 ans passés dans un ministère de l'humain dans lequel elle s'est engagée pleinement. Quand Benjamin Griveaux a annoncé son départ, la question s'est posée. Je l'avais en tête, et pour moi c'était une rencontre évidente, ajoute Agnès Buzyn, expliquant avoir pris sa décision après avoir parlé avec Emmanuel Macron. Selon elle, c'est la rencontre entre une envie et une opportunité malheureuse et latente que je peux mettre au service de Paris. Hidalgo et Dati ne sont pas des ennemis. L'ancienne ministre explique ensuite avoir tendu la main à l'ex-marcheur Cédric Villani, souhaitant qu'il rejoigne son projet. La décision lui appartient, lance-t-elle, avant d'assurer, je ne lui ferme pas la porte. Je souhaite rassembler autour de moi. S'il le souhaite, il est toujours le bienvenu. Celle qui, un peu plus tôt, regrettait que Cédric Villani ait imposé un rapport de force entre eux, ajoute cependant, je ne suis pas dans le marchandage. Soit on se met d'accord pour créer une majorité.
Je souhaite qu'il rejoigne le projet que je porte. Je travaille sur une complémentarité mais pas dans du chipotage. Enfin, Agnès Buzyn a déclaré n'avoir rien de particulier à déclarer à ses adversaires politiques, en l'occurrence la tête de liste LR Rachida Dati et la maire sortante socialiste Anne Hidalgo, pour qui elle dit avoir de l'affection, de l'amitié. Je ne les considère pas comme des ennemis. Elle juge toutefois que la méthode d'Anne Hidalgo a été brutale, avec notamment la fermeture des voies sur berge. Elle exclut, aussi, tout rapprochement entre LR et l'AREM, ne souhaitant pas être dans des discussions d'appareil. Interrogée sur le renoncement de son prédécesseur, rattrapé par une affaire de vidéos intimes, Agnès Buzyn a confié être effrayée de voir que tous les coups étaient permis, déplorant une atteinte à la vie privée. Je suis heureuse que Benjamin Griveaux poursuive sur le volet judiciaire. C'est troublant, pour la femme politique que je suis, le pouvoir qu'a cette action illégale sur une élection. Sur le plan démocratique, c'est inquiétant. Je n'ai aucun jugement moral à faire. Comment garantir la transparence sans atteindre à la vie privée? Dangerous Driving 2 annoncé, sera jouable à PAX East 2020. Dangerous Driving 2, la suite du successeur spirituel Burnout de 2019, est en cours de développement. Three Fields Entertainment a annoncé aujourd'hui qu'elle travaillait sur Conduite Dangereuse 2 pour PC, PS4, Switch et Xbox One. Selon le développeur, le jeu se déroule dans un monde ouvert dynamique, où vous pouvez rivaliser avec des adversaires IA ou jouer en mode freeride. Il peut être joué en solo ou en multijoueur sur écran partagé et vous pouvez rivaliser avec d'autres en ligne. Le jeu devrait sortir ce jour férié. Three Fields est destiné aux anciens développeurs de Criterion, et si vous assistez à PAX East 2020 la semaine prochaine, vous pourrez vous familiariser avec la version Switch. Si vous n'êtes pas familier avec la conduite dangereuse d'origine, consultez la bande-annonce de lancement du jeu ci-dessous. Abonnez-vous à la newsletter VG247. Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis. Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d'informations, allez ici. Crime parfait, la collection de Polar arrive le 19 décembre sur France 3. Pour les 2 premiers épisodes de la fiction policière, Isabelle Gélinas prendra le rôle d'une enquêtrice déterminée. Une nouvelle collection de Polar sur France 3. Le mardi 19 décembre prochain, la 3e chaîne lancera sa nouvelle série de fiction, Crime parfait, avec 2 épisodes inédits de 52 minutes, réalisés par Didier le Pêcheur. Pour ces premiers épisodes, Isabelle Gélinas, actrice incontournable de Fais pas ci, fais pas ça, aura le rôle d'une inspectrice au flair hors pair, annonce un communiqué de la chaîne publique. Dans ces 2 numéros, elle donnera notamment la réplique à Arthur Mazet, Franck Adrien et Laurent Fernandez. Même si on connaît déjà le meurtrier, on essaie de trouver la faille dans l'élaboration du crime, explique encore France 3. En effet, dans les 2 premiers épisodes, Isabelle Gélinas incarne Agnès, une inspectrice de police aux airs babacool, qui met un point d'honneur à démasquer le possible meurtrier. Elle veut arrêter l'assassin qu'elle discerne déjà, mais encore doit-elle le prouver. Le challenge est alors de taille, et Agnès ne lâche rien, assure la chaîne. Antoine Duléry dans les prochains épisodes de Crime parfait. De plus, la chaîne donne le rôle des assassins à des acteurs de renom. Ainsi, pour le premier épisode, baptisé Un bon chanteur est un chanteur mort, le meurtrier est joué par l'acteur Gérard Darmon. Dans le second numéro de la soirée, c'est Frédéric Dienfantal qui doit se démener à orchestrer le crime parfait. Malgré leur image d'acteurs positifs lors de leur carrière, ils osent casser cette image en endossant le costume du meurtrier diabolique, déclare la chaîne, précisant également que la série ne sera pas incarnée. Les 2 premières enquêtes sont menées par Agnès et les 2 suivantes seront à la charge de Renaud Delaunay, interprété par Antoine Duléry. Fraude fiscale, les sommes recouvrées grâce à l'intelligence artificielle font un bond de 130%. Grâce à des algorithmes qui recoupent les données fiscales, le ministère de l'économie aurait récupéré 785 millions d'euros en 2019 contre 342 millions d'euros en 2018, soit une hausse des recouvrements de 130%. Résultat, les recettes issues du contrôle fiscal en 2019 dépassent les 9 milliards d'euros. Grâce au prélèvement à la source et à de nouveaux outils informatiques, l'année 2019 sera l'année où le fisc français aura le plus fait payer les fraudeurs fiscaux, déclarait en septembre dernier Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Selon RTL, les recettes issues du contrôle fiscal sont reparties à la hausse en 2019.
Elle devrait dépasser cette année les 9 milliards d'euros. Et cette hausse s'expliquerait en partie par les nouveaux outils à disposition du fisc. En effet, depuis son entrée en action il y a 2 ans, l'intelligence artificielle, IA, de Bercy tourne à plein régime. En 2019, elle a fait remonter 100 000 dossiers aux agents du fisc qui ont ainsi recouvré 785 millions d'euros de droits et pénalités, soit un bond de 130% en seulement un an, selon une information de RTL. C'est grâce aux outils d'intelligence artificielle dont le dispositif a été renforcé il y a un an avec un investissement de 20 millions d'euros que le ministère de l'économie a pu récupérer ces sommes. Ces chiffres proviennent du rapport 2019 sur la fraude fiscale qui sera présenté ce lundi par le Premier ministre Édouard Philippe avec la garde des Sceaux Nicole Belloubet et le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin. Traquer les fraudeurs sur les réseaux sociaux. Dévoilé il y a 2 ans, l'algorithme baptisé CFVR, ciblage de la fraude et valorisation des requêtes, se concentrait au départ sur un fichier constitué de 5 millions d'entreprises en France. Puis, ce sont les informations de 37 millions de foyers contribuables qui ont été agrégées. Il s'agit de scruter les informations sur ces contribuables, les données bancaires, fiscales, le patrimoine immobilier, l'URSSAF, la Sécu, la CAF, ou d'autres plus précises pour les entreprises comme les dépôts de brevets et de marques, les informations déposées au registre du commerce afin de déceler les irrégularités. Chiffre d'affaires dissimulé, patrimoine immobilier sous-évalué, entrée d'argent suspecte sur un compte en banque. Les algorithmes analysent ces données et font des recoupements. Cette technique d'exploration des données, appelée data mining, compare aussi les informations échangées avec d'autres pays, notamment les paradis fiscaux. En 2019, 4,5 millions de comptes ont été exploités par le fisc pour débusquer les fraudeurs, révèle RTL. À la suite de ces analyses, 4000 personnes ont été contraintes de régulariser leur situation auprès de la Direction des finances publiques. Le data mining ne serait pas la seule arme anti-fraude. En 2019, le ministre de l'Action et des Comptes Publics annonçait son intention d'utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et des sites comme Le Bon Coin ou Airbnb pour traquer les fraudeurs. Les réseaux sociaux, parmi d'autres sources d'informations, peuvent nous permettre d'identifier ceux qui vivent en France sans déclarer d'impôts. Comme d'autres pays européens, nous allons expérimenter cette méthode sous le contrôle de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, note de la rédaction, indiquée à l'époque Gérald Darmanin.